Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours, premier cours de la statique qui va également être utilisé pour le module dynamique et pour le module résistance des matériaux. Alors on va venir ici parler des actions mécaniques. Alors il faut savoir que les systèmes bougent ou non il y a un phénomène qui est propre à tout élément sur la Terre. Ils sont soumis à la pesanteur et du coup on génère ce qu'on appelle les actions mécaniques pour pouvoir résister à cette pesanteur, c'est-à-dire tout simplement être posé sur le sol, ou alors on va avoir des actions, donc soit des forces, soit des moments quand on a une rotation qui va être créée. Alors il y a deux types d'actions mécaniques. On va retrouver les actions mécaniques à distance qui s'exercent sur le volume d'un solide, action de la pesanteur, action magnétique d'un aimant, et les actions mécaniques de contact qui s'appliquent directement sur la surface du solide, action surfacique, linéique ou ponctuelle. Par exemple, pression d'un fluide sur un solide, ou action de contact issue des liaisons, donc là on va revoir toutes les liaisons normalisées précédemment définies en cinématique, entre deux solides. Qu'est-ce qu'on appelle action mécanique? Alors on dit qu'une action mécanique, notée AM, c'est toute cause susceptible de provoquer l'équilibre, donc la statique, le mouvement, donc la dynamique, ou la déformation, c'est-à-dire la résistance des matériaux, d'un système matériel. Il existe deux types d'actions mécaniques, soit la force, qui est représentée par un vecteur F lié à un point P, en newton, soit un moment, le moment d'une force, qui représente la capacité d'une force à faire tourner un système mécanique autour d'un point. Revenons un peu sur cette notion de moment. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de couple. Le couple et le moment, c'est la même chose. On dit qu'un moteur fournit un couple. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont deux forces parallèles qui s'annulent entre elles, donc un couple de forces égales et opposées, qui amène à faire tourner l'arbre moteur. Ce couple de forces est généré par un champ électromagnétique entre l'inducteur et la bobine. Alors que le moment d'une force, c'est quelque chose qui tente à faire tourner, ici la force du travailleur sur l'écrou, donc il génère une seule force. La force n'est pas nulle, par contre, ça vient générer une rotation au niveau de l'écrou, ça génère donc le moment d'une force. Les deux expressions sont bien en newton-mètre, on peut donc les additionner sans problème. Alors, on va voir maintenant qu'il existe deux types de modélisation par rapport à justement cette notion d'action mécanique, que ce soit la force ou le moment. Pour l'exemple, on va prendre celui d'un barrage. Alors, là, j'ai mis donc deux types d'exemples. Le barrage poids, qui est le type de barrage le plus ancien, et le barrage voûte, qui, on voit, a été permis par les ingénieurs suite à la maîtrise des matériaux de construction, c'est-à-dire le béton et bien sûr tout ce qui est bardage d'acier qui doit contenir le béton. Donc une structure un peu différente, beaucoup moins gourmande en matériaux, mais par contre qui doit toujours tenir un certain nombre de litrages d'eau en amont. Donc cette structure, autant cette structure-là, c'est celle qu'on va étudier, va répondre à des problématiques de statique immédiate. Celle-là va en plus rentrer dans la notion de résistance des matériaux propres au bâtiment et au maintien du béton. Alors finalement, revenons sur la modélisation. C'est quoi un barrage? Un barrage, si on le modélise, on peut considérer que ça correspond à un triangle. On a sur ce barrage la poussée issue de l'eau qui s'applique sur une surface ici. Si on modélise la pression de l'eau, on va se rendre compte que plus on descend, plus la pression de l'eau devient importante. En effet, quand vous êtes tout au fond du lac artificiel, vous avez la pression de l'eau à un instant T, plus tout ce qui tente à toute la masse de l'eau qu'il y a au-dessus. On observe dans ce genre de construction qu'il est nécessaire de modéliser des actions mécaniques, ici la force issue de la pression de l'eau sur la paroi du barrage, de manière locale, justement parce que les forces ne sont pas uniformément réparties. Il faut savoir que cette modélisation locale, elle est nécessaire pour étudier les pressions de contact et également les déformations de solides, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la résistance des matériaux.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire modélisation locale? Finalement, l'eau donc s'appuie sur cette surface ici qui peut être assimilée à un rectangle. Ce rectangle, on va considérer qu'il est découpé en une infinité de petites surfaces, DSI, sur lequel on va avoir un point MI qui va aller de 1 à donc une infinité de points. Et l'ensemble de ces points va subir en tant que tel un bout de force. Donc chacune de ces surfaces, ici on va prendre une surface quelconque, si on regarde, elle est soumise à une force dFMI générée par l'eau. Dans cet exemple, la norme de la force élémentaire dFMI dépend de la coordonnée de MI, et dFMI va être suivant l'axe X. On va considérer qu'on a juste la pression de l'eau sur la surface. Plus on est en profondeur, plus la force est élevée et inversement. Prenons maintenant l'exemple de ce barrage qui s'est écroulé au Brésil le 25 janvier 2019. Donc ici, on se retrouve avec un barrage. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller un peu plus en avant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on se retrouve... Hop. Voilà. Donc, on retrouve notre barrage initialement. Donc, ça, c'était avant. Voilà. On se retrouve avec notre barrage. Donc, déjà, on ne visualise pas forcément la présence d'un barrage ici. On va voir qu'il apparaît assez rapidement une première fragilité ici, et qu'ensuite, on a un effondrement de l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Finalement, on pourrait très bien, hop, je reviens un peu en arrière, imaginer de tracer une ligne virtuelle ici, qui correspond à peu près au milieu du champ. Qu'est-ce qui se passe? On observe que la structure tend à tourner. Donc on est d'accord que l'arrière, ici, le dessus s'effondre, et l'avant avance. Finalement, on a une impression de rotation autour de cet axe ici. Quel est ce phénomène? Finalement, on va retrouver ici ce qu'on va appeler un moment. Donc dans cette structure de barrage, il y a forcément une fragilité de la structure, potentiellement un matériau non homogène, une fissure importante ou un défaut dans la réalisation du béton. Donc pour les effets des efforts mécaniques, pour que les effets des efforts mécaniques cassent l'ensemble, il faut forcément une fragilité. C'est toujours sur une fragilité que ça commence à casser. Définissons un point A sur la surface du barrage. Chaque force élémentaire qui va s'appliquer sur chacun des points définis sur la surface tend à générer ce qu'on va appeler un moment élémentaire autour de ce point A. Et on peut le calculer de la manière suivante. dMi de A, c'est AMI vectoriel dFMI. Donc le moment issu d'un des points au point A, c'est le produit vectoriel entre le point qu'on cherche, MI, vectoriel la force. Et ça vient donc avoir tendance à faire une rotation de cette sorte-là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre barrage? On a eu un moment qui a été provoqué, mais à l'inverse, c'est-à-dire un moment dans l'autre sens. Les forces qui étaient en bas ont fait beaucoup plus de pression et ont eu beaucoup plus tendance à faire tourner l'ensemble dans l'autre sens et à faire s'écrouler donc l'avant ici sur le début. Donc finalement, on a la génération de l'ensemble des forces attend à provoquer l'effondrement de notre structure. Alors, finalement, on se rend compte qu'on a assez peu de modélisation locale quand on va faire directement de la statique. On va plutôt parler de modélisation globale. Alors, c'est quoi la modélisation globale? On est parti d'une modélisation locale où on découpait une surface en un ensemble de petits carrés. La modélisation globale, ça veut dire qu'on va considérer notre structure entière et on va définir un point sur lequel on a une
force qui correspond à l'ensemble des petites forces définies précédemment. On va donc se retrouver avec la force de l'eau sur le barrage, c'est l'intégrale sur la surface de l'ensemble des petites forces. Et le moment en C, donc on peut déterminer ça sur n'importe quel point de l'ensemble, de l'eau sur le barrage, c'est l'intégrale du vecteur CMI vectoriel des FMI. En modélisation globale, le cas le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le cas de la pesanteur, donc du poids. Pour un solide, chaque atome, si on le redécoupe en modélisation locale, chaque atome est soumis à l'attraction terrestre. De manière globale, on va définir que le poids P, c'est donc l'intégrale sur le volume cette fois-ci et non plus sur la surface, de l'ensemble des poids de l'ensemble de ces petites structures, c'est-à-dire m fois le vecteur g, g étant porté par le vecteur défini dans l'étude faite. Prenons son origine sur le centre de gravité couramment défini le centre G. Pourquoi est-ce qu'on définit ce point? Quelle est la particularité de ce point? Ce point-là, c'est le seul point où on va avoir un moment nul, c'est-à-dire que le moment en G de la pesanteur sur le solide, c'est-à-dire l'intégrale sur le volume de GMI vectoriel dPMI, est égal au vecteur nul. Et c'est grâce à ça qu'on va déterminer le point d'application de la force P. De manière générale, pour toute force appliquée à un point A, il existe un point P pour lequel on a ce moment de force qui est nul. Plusieurs possibilités. Soit la force est nulle, soit le vecteur PA est nul. Alors, le vecteur PA est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment de la force est cherché en son point d'application. Ici, ça signifie que le moment de la force étant défini en A, je cherche le moment en AA, donc j'ai un vecteur nul ici. Il faudra bien retenir que le moment d'une force appliquée en son point d'application, c'est le vecteur nul. La force F et le vecteur PA sont collinaires. Dans ces cas-là, on a en effet un vecteur nul. À retenir, une force ne génère jamais de moment en son propre point d'application. Alors, dans le cas général, comment est-ce qu'on fait pour calculer force et moment pour les déterminer? Première chose, quand on a un système à étudier, en statique, en dynamique, on va utiliser le schéma cinématique et les liaisons normalisées pour pouvoir représenter le modèle mécanique de l'ensemble. Ils doivent bien sûr être paramétrés, c'est-à-dire positionner des points, positionner des axes, positionner éventuellement un angle si les axes diffèrent d'un repère à un autre. Les forces de tout solide indéformable sont dans la majorité représentées par la modélisation globale, même si on va trouver des exercices avec des modélisations locales. Donc ici on a FA, on a FB qui définissent ici le poids pour A et B. Les forces sont donc des vecteurs liés à leurs points d'application respectifs. Cependant, une force provoque une tension interne à la matière ou un mouvement, quel que soit le point défini du solide considéré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, si je regarde FA au point A. Au point A, FA tend à faire descendre le plateau ici, je ne regarde que cette partie-là, finalement le plateau va descendre. Si je regarde au niveau du point P, qu'est-ce qui se passe? Au point P, FA tend à faire pencher, c'est-à-dire faire une rotation de la balance vers la droite. Au point P, la seule modélisation de la force FA ne suffit donc pas à visualiser cette rotation. C'est pour ça qu'on a défini le moment. FA, qui est appliqué ici, devient au point P, FA, et le moment en P de la force FA, c'est-à-dire PA vectoriel FA. Les deux sont des vecteurs. La force FA, qu'elle soit appliquée en A ou en P, est la même en direction sens énorme. Par contre, le moment va donc être le calcul PA vectoriel FA et hérité de l'ensemble des caractéristiques de ce vecteur généré. On a donc deux manières de calculer le moment en P issu d'une force.
Première méthode, on va directement appliquer le produit vectoriel. Pour ça, il nous faut paramétrer la distance PA. Donc dx1 plus moins ly, vectoriel moins fay. On va faire le calcul en projetant, donc le x1 est projeté en x et y. Et on obtient d moins d fa cosinus θ, puisqu'ici on a les y vectoriel y donne le vecteur nul. On a juste le x vectoriel y qui génère un vecteur z. Attention, c'est normal, le système en P, il tourne autour de z. Votre balance tourne autour de z, c'est pour ça qu'on définit un z ici. Deuxième méthode, qui n'est pas applicable tout le temps, mais qui peut, si elle est applicable, vous permettre de gagner du temps de calcul. La notion de bras de levier. Donc le bras de levier, c'est la distance la plus courte entre la droite d'action de FA et le point d'application, dont on cherche le moment. Donc ici P. Le bras de levier ici, on va l'appeler B. Que dit la formule? On va ici pouvoir uniquement trouver la norme du moment de P de FA, c'est plus ou moins B, c'est-à-dire le bras de levier, fois la force FA, plus ou moins. Alors, comment est-ce qu'on définit ce plus ou moins? On va regarder la force FA, le point d'application. Cette force FA a tendance à faire tourner dans ce sens-là. Ça signifie qu'on a une rotation de type horaire, donc négative, si, bien sûr, le repère est direct. Donc la force FA tend à faire tourner dans le sens horaire, donc sens négatif autour de l'axe Z, on tourne bien autour d'un axe qui est perpendiculaire à la feuille, donc Z. Ici, on va également donc avoir le bras de levier qui correspond bien à la projection de D suivant X, c'est-à-dire D cosinus θ. Et on se retrouve avec exactement le même vecteur que précédemment. Voilà ce qu'il en est pour le calcul des forces et des moments. On le reverra dans la notion de torseur d'action mécanique et dans le torseur de l'ensemble des liaisons normalisées. Et on pourra les utiliser soit en statique, soit en résistance des matériaux, soit en dynamique.